Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby. Au sommaire ce soir, les résultats, les invités, les analyses. Toulouse en tête du top 14 après 9 journées. On fera le point avec nos consultants Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. 18h15, Bayonne toujours invaincu et souverain à domicile. Greg Patate, l'entraîneur en chef des Bayonnais, sera notre invité. 18h30, le réveil de Provence en Pro D2. Philippe Saint-André, le manager du club d'Aix-en-Provence, sera avec nous, notre invité, l'ancien coach du 15 de France, qui aura forcément un avis sur la tournée de novembre qui approche pour les Bleus. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir, participer. C'est parti pour une heure complètement rugby sur la radio du rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir Philippe Spanghero, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde. Bonsoir à tous. Voilà, ça marche ce soir, ça fonctionne. Salut les amis. Ouais, on a changé le numéro de je sais pas trop quoi, mais ça marche. Bon, c'est parfait. Quentin s'est tout occupé de tout ça, bien sûr, en préparant l'émission, tout comme aussi de nous rappeler quand même les principaux résultats de cette 8e journée de top 14. 9e, effectivement. 9e journée de top 14. Et qu'on va rappeler, bien sûr, aux auditeurs qui n'étaient pas là, qui étaient en week-end et qui sont peut-être sur la route des retours de vacances. Les résultats avec le large succès de Toulon face à Lyon 54-21, Pau qui a battu Perpignan 27-23, Bayonne a étrié Montauban 49-7, victoire à l'extérieur pour l'UBB sur la pelouse du Castres Olympique 28-26, Clermont a également gagné à l'extérieur 9-7, c'était sur la pelouse de Montpellier, et puis Toulouse hier soir a battu le Stade Français 29-17. Ce soir, La Rochelle Racing 92 à suivre à partir de 21h sur Sud Radio. Voilà, classement dominé par les Toulousains qui ont donc décroché le bonus défensif hier, et félicitons quand même Philippe Spanghero qui avait pronostiqué quasiment le score exact, Philippe. Un point près hier, Philippe. J'avais 29-16. Exactement. Et ça a fait 29-17. Magnifique, en tout cas. Voilà, on va essayer d'être encore plus exigeant les prochaines fois et donner le nom des marqueurs, la minute et tout. Bon, ça c'était à venir. Un petit clin d'œil pour commencer, Philippe. Toi, est-ce qu'il y a un fait anecdotique du week-end qui t'a marqué? Le fait anecdotique, ça a été la présence sur la feuille de match et l'entrée de Roméo Martin Bonnard au Stade Toulousain. Alors, c'est vraiment le club qui fait jouer les fils d'eux, le Stade Toulousain, avec le fils de Rémi Martin, qui est a priori très talentueux et un grand espoir du club et du rugby français, international moins de 20, qui avait fait quelques apparitions en matchs amicaux et qui a fait sa première. Donc, après les Lebel, Coste, Rouma, Ntamak, Graou, Brennan, au Stade Toulousain, il y a quand même un sujet particulier de filiation. Oui. C'était le clin d'œil du week-end. Ben oui, c'est un clin d'œil en plus qu'on peut te renvoyer puisque tu en as fait un livre, notamment au nom du clan. On en parlera d'ailleurs le week-end prochain, dimanche prochain. Avec Nico Karabatic. Avec Nico Karabatic, effectivement. Le clin d'œil de Jean-Baptiste sur un fait du week-end, Jean-Baptiste Elissalde. Toi, tu t'es plutôt tourné vers un Perpignanais. Ouais, toujours mon côté demi-mêlée, je me penche vers les avants. C'était sur Tuilagi, deuxième ligne de Perpignan, avec un retour à la compétition. Il avait joué un petit peu à Montauban, mais là il a démarré le match et sincèrement, même s'il a encore beaucoup d'efforts à faire sur le retour en jeu, il met un peu de temps à se relever, il pourrait être un peu plus disponible. À chaque fois qu'il a touché le ballon ou touché un joueur de Pau, ça a cogné dur. Un homme ne peut pas tout changer, mais un homme peut rassurer les gens qui y a autour de lui. Et sincèrement, si le point pris par l'USAP à Pau, il est en grande partie, bien sûr avec l'effort des autres, mais avec Tuilagi et son retour au jeu, qui est forcément un petit peu lent, mais bon, il va progresser. Mais quel buffle! Quel impact sur aussi ses coéquipiers. Le podium de nos consultants, Philippe Spanghero, médaille d'or à qui pour toi ce week-end? Alors, je spoil un peu Jamba sur ce coup-là, mais médaille d'or à l'UBB pour sa discipline. Jamba y reviendra, mais des stats folles qui leur ont permis d'aller faire le coup parfait à Castres. Ils en avaient besoin. Ils s'étaient un peu rassurés à domicile. Il fallait faire ce coup-là à l'extérieur et ils l'ont fait grâce à une discipline incroyable. J'ai en tête qu'un seul équivalent d'un match contre l'Irlande, je crois, contre les Blacks. Mais c'est quand même assez hallucinant ce qu'a réalisé l'UBB. Ouais, mais c'est la médaille d'argent de Jean-Baptiste, mais qui va développer effectivement, parce que c'est vrai que c'est assez rare, aussi peu de fautes dans un match. Ah non, c'est plus que rare, c'est incroyable. 3 pénalités. 3 pénalités concédées. Voilà, on l'a peut-être vu une fois au niveau international et ça reste qu'un fait entre guillemets anecdotique. Enfin,
et ça arrive qu'une fois. Là, à l'extérieur, en top 14, dans les conditions du match, sincèrement, félicitations à eux. Alors, il n'y a pas que grâce à ça qu'ils ont remporté le match, puisqu'ils ont été aussi très précis près des lignes, notamment dans le petit jeu des avants, ils ont été très réalistes, mais c'est une performance de plus que de top niveau, c'est très rare et bravo à eux. Ouais, Christophe Le Suc, l'entraîneur de la défense de l'UBB, disait que c'était le meilleur match de la saison de l'UBB, pourtant en période doublon et sans ses internationaux français. On a parlé de l'or de Philippe et donc de l'argent de l'UBB. Médaille d'argent pour toi, Philippe Smanguero. Alors la médaille d'argent pour moi, c'était le RCT. On a reçu Pierre Mignoni hier et on parlait de cette construction dans la durée avec une vraie vision de Pierre Mignoni et son staff dans ce club. Il s'en portait ses fruits. On sent une équipe assez sereine sur les fondamentaux, qui gagne en confiance d'une saison à l'autre. Et surtout, ce que je disais à Pierre Mignoni hier soir, ce qui me marque, c'est cette qualité offensive du RCT saison après saison. C'est certainement l'équipe, une des équipes qui a marqué le plus de points et pris le plus de bonus offensifs depuis le début de la saison. Et donc, hier encore, il y a eu un match très abouti de leur part et c'est ma médaille d'argent. 8 essais à 2. L'or de Jean-Baptiste est égal au bronze de Philippe. C'est Clermont, Jean-Baptiste. Soit c'est ton or. Ouais, c'est mon or. Ils avaient beaucoup de mal à l'extérieur, enfin même plus que du mal parce qu'ils ramassaient beaucoup. Là, ils ont fait un match très sérieux à Montpellier. J'ai bien aimé leur stratégie. Ils ont répondu au jeu au pied contestable de Victoire Montpellier. 9-7 quand même. Hein. Oui, mais ils ont vraiment beaucoup dominé. Hein. Sincèrement, s'il y a 20 points d'écart à la mi-temps, il y a rien à dire. Et ils ont répondu à la stratégie du MHR qui tapait beaucoup de jeux au pied contestable par du jeu au pied contestable. Et un homme a survolé la partie dans ce domaine-là, c'est Delgui, le petit ailier argentin, qui malgré ses 1m75 a sauté plus haut que tout le monde et a récupéré 5 ballons aériens. Et ça a fait la différence. La SM a gagné le territoire. Alors c'était pas fameux comme rugby, mais c'était la bonne stratégie à adopter face à une défense très haute de Montpellier. Et première victoire à l'extérieur de Montferrand, félicitations à eux. Ouais, tu le vois pas un peu petit, toi, Delgui, 1m75, je sais pas. Ouais. Mais bon. Allez, il fait à peu près 3 cm de plus que moi. Pas plus. Non, c'était le bronze. L'or de Jean-Baptiste, c'est le bronze de Philippe. Hein. L'ASM, effectivement, première victoire à l'extérieur, Philippe, même si c'est 9-7, c'était pas très sexy à regarder. Mais enfin, en tout cas, dans la progression de cette équipe, ça compte. Ouais, ça compte. Bronze pour moi. Pourquoi ? Parce que cette équipe, elle aurait pas dû se faire peur et offrir ce scénario et ce possible revirement de situation au Montpellier-Rennes tellement ils ont dominé ce match. Il leur manque peut-être ça encore, cette froideur sur les temps forts près des lignes, cette capacité à tuer ce genre de match parce que clairement ils ont maîtrisé le match de bout en bout et la fin aurait pu être très cruelle pour eux. C'est pour ça que je les mets que médaille de bronze parce que c'est une victoire importante mais qui manque encore de maîtrise sur la gestion de fin de match. Ouais, pour être factuel, Delgui, c'est 1,82. Ah, c'est que 10 cm de plus. 1,82. Il a mangé sur la tête de tout le monde. Voilà. Même de ceux qui faisaient 2 mètres. Enfin, c'est énorme. Ouais. Enfin voilà. Bon, c'était juste quand même pour rendre les centimètres qui appartiennent à l'international argentin. Tiens, toi, ta médaille de bronze, toi, Jean-Baptiste Elissalde, pour ce week-end à l'USAP. Les encouragements pour l'USAP, ouais. C'est une période très difficile qu'on a tous vécu dans ce milieu-là. D'aller se refaire la cerise avec que 2 entraîneurs dans la semaine, beaucoup de bruit autour d'eux. Ils ont retrouvé quelques valeurs. Ils ont un peu moins joué au rugby que d'habitude et un peu mieux, du coup, plus efficacement. Ils vont chercher un point. Ils auraient même pu espérer un peu mieux. Et attention, j'en profite, attention à Pau. Les premiers signes de relâchement, quelques internationaux en stage, la Coupe d'Europe qui arrivait. Attention à ce que l'hiver ne soit pas périlleux. Ouais, mais quand même victoire quand même des Palois. Et moi j'ai bien aimé aussi la déclaration de, je crois que c'est Thomas Cochard, mais qui dédiait ça quand même à Franck Azema, à Gérald Bastide et David Marty qui depuis ont abandonné l'équipe. J'ai trouvé ça plutôt classe. Voilà. Oui. C'est bien de penser à ceux qui sont partis. Maintenant il faut qu'ils pensent à ceux qui arrivent, se mettre derrière eux en ordre de marche, y croire dur comme fer et aller sauver le bateau USAP. On a 30 secondes, Jean-Baptiste, pour avec toi faire le flop du week-end, selon toi. Ouais, le flop, le MHR et en particulier un joueur Hogg qui revient à la compétition en 10 et ce que je louais de la stratégie de
de Montferrand tout à l'heure, c'est que lui, à aucun moment de la partie, il a pu changer le cours du match. Son jeu au pied a été faible. Ils sont entêtés à taper contestable alors qu'il aurait pu fallu au moins trouver un peu plus de longueur pour sortir de la pression. Il a loupé beaucoup de plaquages, jeu au pied approximatif, renvoi direct. Vraiment pas une bonne rentrée pour le MHR et un match sans pas grand chose. Enfin, il y avait vraiment rien qui allait, rien qui tournait. Même sur leur pain fort, ils ont été remis en question, à savoir la conquête. Ouais. Allez messieurs, on va continuer bien sûr cette page top 14 avec notre premier invité dans un instant. C'est Grégory Patat, l'entraîneur en chef de Bayonne qui sera avec nous. Bayonne qui a encore brillé à domicile. Voilà, on va en parler. Restez bien avec nous. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. Au cœur de la mêlée, 18h15, au cœur de la mêlée jusqu'à 19h pour parler rugby bien sûr, de cette actualité top 14 avant de parler du 15 de France et de la Pro D2 avec Philippe Saint-André dans un quart d'heure. Mais notre premier invité avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, c'est l'homme fort de Bayonne, l'entraîneur en chef Grégory Patat qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Greg et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci parce que oui, la soirée a été, en tout cas le week-end a été plutôt profitable. Victoire 49-7, une victoire à 5 points. Est-ce qu'il y a des choses à redire quand ça paraît si simple? En tout cas, nous, spectateurs, quand on voit ce match-là, est-ce que hier soir, Grégory, tu as passé une bonne soirée? Oui, j'ai passé une bonne soirée parce que sur le plan comptable, il y a les 5 points, mais si on analyse notre contenu, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Je pense qu'on fait pas la meilleure prestation à Daugé de ce début de saison. On a été indiscipliné, on a 12 fautes, on a 2 cartons jaunes, on a une touche qui a été un peu défaillante, on en rentre 10 fois dans les 22 pour 7 turnovers dans cette zone. Donc, le technicien que je suis et avec le staff que nous sommes, il y a des choses à corriger pour les joutes futures. Voilà, je savais qu'en posant cette question, il y allait avoir un peu de matière. Ça, c'est le propre des entraîneurs, Jean-Baptiste Elissalde. Ouais, bonjour Greg, félicitations pour ton boulot et le boulot aussi que tu as fait à La Rochelle d'ailleurs. Au passage. Entraîneur des espoirs de 2016 à 2018, entraîneur ensuite des avants de 2018 à 2021. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. La question que je voulais te poser, c'était voilà, sur ces rentrées dans les 22 mètres. Alors moi, j'en avais dénombré un peu moins, 2 de moins, mais est-ce que c'est vraiment un focus que vous allez avoir dans les prochaines semaines et vous servir parce que la Coupe d'Europe arrive déjà. Est-ce que cette Coupe d'Europe, vous allez la jouer à bloc? Et si tel est le cas, est-ce que vous allez faire un focus sur cette zone qui est trop importante et très importante dans notre rugby? Ouais, exactement. Comme tu dis, cette zone est importante. Il manquait des temps forts dans le match. Et c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance à ces zones-là. Donc là, on est un peu défaillant sur les ballons portés, comme en défense de ballons portés. Et on manque encore de justesse dans ces derniers centimètres. Donc ça va être un focus qu'on va avoir sur ces prochaines semaines. Ça c'est clair. Et maintenant, pour répondre à ta seconde question, là aujourd'hui, j'ai quand même un effectif qui est diminué avec un nombre de blessés important. Donc la Coupe d'Europe, bien sûr, on va s'en servir pour apprendre, mais ce ne sera pas notre objectif prioritaire. Notre objectif est le championnat top 14. Mais comme tu sais, on va se servir de ces matchs-là pour grandir encore, pour grandir en expérience et pour s'en servir pour ce top 14. Voilà, Bayonne, on le rappelle, 7e avant la fin de cette journée au classement, mais avec un nombre de points ou attends, c'est peut-être moi mon classement qui est peut-être pas en forme. On est un peu plus haut. Un peu plus haut. 4e. Ouais, 4e. Mais c'est avec 26 points. C'était sur les 5 derniers matchs. Ils sont à 3 points du leader. Ouais, 3 points du leader. Excuse-moi. Voilà. Philippe Spanghero avec Greg Patat qui est avec nous en direct sur Sud Radio, l'entraîneur en chef de Bayonne. Cette victoire et puis pour cette installation quand même dans ce top 6, il y a un nouveau statut à assumer de la part de l'Aviron avec cette place de demi-finaliste la saison dernière. Vous vous êtes quand même renforcé, on sent que sur le marché des transferts, l'Aviron est attractif pour les grands joueurs. C'était peut-être moins vrai quand tu es arrivé. Quel regard tu portes sur ce qui s'est passé depuis ton arrivée et en quoi l'Aviron a le plus grandi? 4e saison pour Greg.
Ouais, ben, à mon arrivée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a eu l'arrivée du centre d'entraînement qui a amené beaucoup d'énergie et beaucoup d'ambition dans le club parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut ambitionner les places hautes de ce classement, il faut donner les moyens structurels pour y arriver. Et ça, il faut remercier nos dirigeants par rapport à ça. Et aussi, il y a aussi l'agrandissement de Dogé. Avec aujourd'hui, Dogé est à 14 600 places. C'est juste une atmosphère incroyable. Et après, comme tu dis, on a évolué aussi avec le projet au niveau de notre effectif. Grâce à ces infrastructures, grâce à cette lisibilité, on a la capacité aujourd'hui d'aller chercher des internationaux, des joueurs qui venaient de La Rochelle, de Clermont, et tout ça fait que c'était dans la continuité du projet. Donc aujourd'hui, on rentre un peu dans la danse par rapport à toutes les équipes de ce top 14 où il faut 2 effectifs pour être compétitif, et même je dirais 3 avec des jeunes. Donc ça sera le prochain chantier qui reviront parce que voilà, aujourd'hui on a fini 4e. On veut regoûter, on a fait une demi-finale, on veut regoûter à ces matchs-là. Ça passera bien évidemment par beaucoup de travail, mais beaucoup de stabilité et de continuité dans ce que l'on veut mettre en place. Quentin Cabanis avec... Bonsoir Grégory, alors c'est pour avoir des nouvelles des nouveaux blessés, parce qu'on sait que là vous n'êtes pas gâtés depuis le début de la saison. On a vu que Joris Second était forfait pour l'équipe de France pour préparer le match face à l'Afrique du Sud. On a vu aussi que Tuilagi était blessé à la main. Quelles sont les nouvelles justement des 2 joueurs qui sont blessés en plus du reste ? Bon, la mauvaise nouvelle, c'est Manu. Il a une fracture à la main, donc c'est 6 à 8 semaines. Donc là, c'est non négociable. Donc ça va être une perte sur ces prochaines semaines pour nous. Joris, il a senti quelque chose sur le stage de l'équipe de France. Une gêne au genou qu'il a ressenti sur ce match. Donc ça n'a pas l'air trop grave. Donc on est plutôt optimiste par rapport à son cas. Et puis Alexandre Fischer aussi qui a fait un gros KO hier, qui a pris une hanche, il a fait une grosse commotion, mais tout allait bien et il passera les différents protocoles pour revenir au jeu, quoi. Ouais, Jean-Baptiste avec Greg Patate qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Jean-Bart. Ouais, non, je pensais à tous ces blessés. Tu as parlé des infrastructures. Vous avez des jeunes qui poussent derrière là dans lesquels tu peux piocher, hormis ceux qu'on voit déjà apparaître un petit peu. Est-ce qu'il y en a quelques noms que tu peux nous donner qui vont certainement pointer le bout de leur nez? Il y a le petit Baptiste Thiol qu'on commence à voir en numéro 9 qui est avec les moins de 20. Il y a Tom Lévesque malheureusement qui s'est blessé au bout de 10 minutes, qui est un ailier qui a fait les championnats du monde U20 aussi. Mais après on a encore on n'a pas beaucoup de jeunes, pour être franc avec toi, encore en capacité à répondre à cette physicalité du top 14. Donc c'est un projet qui va être un peu plus sur le long terme. On a bien recruté, on a quelques joueurs argentais qui ont fait la Coupe du Monde, mais il faut laisser un peu de temps. Donc par rapport à tous ces profils de jeunes, j'aimerais bien sûr avoir un peu plus à ma disposition, mais aujourd'hui, on structure le club de manière à ce que le projet soit commun. Ils jouissent du même modèle de jeu, des mêmes infrastructures. Aujourd'hui, il y a Jean Moribaud et Seb Morel qui ont rejoint la catégorie Espoir. Il y a Laurent Travers qui structure ça à mes côtés aussi. Donc voilà, ça va prendre du temps et on pose les bases, j'ai envie de dire. Ouais, Philippe, peut-être une question. On a entendu le nom de Laurent Travers, mais c'est vrai qu'on a l'impression que depuis ça s'est un peu aplani par rapport à ce qu'on lisait, on entendait en début de saison. Bah oui, il faut que les choses se mettent en place et puis c'est normal que le staff en place puisse avoir aussi
des doutes, des incertitudes par rapport à la répartition des tâches. C'est toujours, j'ai souvent dit qu'en fait, je pense qu'il y a autant de clubs de top 14 que de feuilles de poste du manager général quelque part, parce que les périmètres ils peuvent varier en fonction de l'organisation de chaque club. Donc il fallait que tout ça se mette en place. J'ai l'impression que la communication est saine, que la feuille de route est claire, puisque Greg l'a dit, il y a un travail à faire sur la formation. On en parlait hier avec Pierre Mignoni, et il y a un enjeu d'alignement, de vision entre l'association et la SASP. Et j'ai l'impression que tout ça est assaini, va dans le bon sens. Je ne sais pas si Greg confirme. Oui, non, c'est tout ça. Après, quand il y a l'arrivée d'une nouvelle personne, faut apprendre à collaborer, à se connaître, et à partir du moment où les missions de chacun sont bien définies, il n'y a plus qu'à travailler dans le même sens et dans le sens de l'aviron bayonnais. On rappelle quand même que tu as été prolongé il y a 2 semaines, je crois, enfin officiellement en tout cas. Pour toi, c'est une, on va dire, à la fois une reconnaissance et aussi un peu de tranquillité pour mener ton travail sereinement. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la tranquillité, parce que notre métier, il est fait à une durée de vie par moment qui peut durer à quelques matchs avec des séries négatives, mais on est dans la continuité d'un projet. Je me sens très bien aujourd'hui à l'Aviron. C'est un club qui me ressemble, voilà, et j'ai envie de poursuivre cette aventure avec ce club-là. Voilà, ça manque un peu de Gersois quand même, si je peux me permettre, Greg. Hein, il y en a un chez les Espoirs que j'ai pas cité, mais voilà, celui-là il est caché, mais oui, ça manque un peu de Gersois. Il les a tous fait venir à La Rochelle. C'est vrai que j'ai épuisé le quota quand j'étais à La Rochelle. Non, voilà, mais c'est vrai que voilà, notre département. Ils ont failli avoir Dupont. Ça s'est joué à rien, on m'a dit. Hein. Ouais. Et j'ai une curiosité, mais le petit Thiol, c'est le fils de Julien ? Oui. Oui, ouais. Exactement, ouais. Ouais. C'était la génération de Jean-Bas, ça, non ? Jean-Bas, c'était ta génération, Julien Thiol, non ? Ouais, peut-être un petit peu plus jeune que moi, mais oui, c'est ça, ouais. Et c'est très bien son papa. Ouais. Et c'est le petit-fils de Bernard, qui n'a pas connu son petit-fils, mais qui a été mon éducateur, moi, à l'école de rugby. Ouais. Donc, voilà, c'était une parenthèse très personnelle. À défaut d'Antoine Dupont, il y a peut-être un autre Toulousain qui va rejoindre l'Aviron bayonnais. Il y a encore Sud-Ouest là, qui a sorti un article il y a une dizaine de minutes sur la possible arrivée de Guillaume Cramon la saison prochaine en prêt depuis Bayonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Non, je peux pas t'en dire encore plus, mais on s'est réparti les rôles. Hein. Il y a les bad cops et les. Je vois, mais c'est normal. Si Greg il peut pas répondre, moi je vais répondre à sa place. Ça serait un très très bon recrutement. Voilà. Oui, ça, on pouvait même nous on pouvait le dire. Voilà. Tiens, petite question, je lisais qu'à ton propos, Greg, Henri Broncan, le papa de Pierre-Henri, qui a été ton entraîneur à Auch, disait que tu étais un joueur qui avait du répondant, de l'insolence, de la bonne insolence. Il n'était jamais dans le négatif. Est-ce que tu as un insolent dans ton effectif, toi, à Bayonne ? Non, pas un insolent, mais il n'y a pas d'insolence. Voilà, il y a du caractère et voilà. Non, mais bon, il y a des joueurs comme on a des nouvelles générations qui sont intéressantes. Voilà, on a cité des joueurs qui sont venus, qui nous ont rejoints avec des recrues, mais on a parlé de la formation. Mais aujourd'hui, il y a une génération, les Capilla, Tiberguen, Tom Spring, Arnaud Herbiner, Tegaray. Ils sont en train de prendre, et j'en oublie encore, ils sont en train de prendre le lead là-dessus, et leur insolence, c'est qu'ils ont peur de rien et ils sont prêts à relever tous les défis, et ça, c'est ce qui me plaît. Et nous, à Auch, on était tout le temps le petit poussé, et on avait cette forme d'insolence par rapport à l'adversité qui nous était proposée. Tiens, ton regard ce soir sur le choc La Rochelle-Racing 92, La Rochelle où on le disait, où tu as passé de bonnes années. Comment tu vois ce retour de Patrice Colazo, entre guillemets, à De Flandre, en tout cas, ce match, qu'est-ce qui t'inspire ? Non, mais bon, ça va être un beau match. Il est toujours difficile de gagner à De Flandre. Aujourd'hui, La Rochelle s'appuie sur une très grosse défense pour
elle trouve encore un peu de mal à mettre en place son jeu offensif. Ça va être un match équilibré, je pense, voilà, parce que les Racingman challengent pas mal d'équipes et Patrice, quand même, quand il joue contre La Rochelle, il a de bons plans de jeu, quoi. Il a des J'ai pris un café avec Patrice là cet après-midi et Fred, ils ont mis ce qu'il y avait de plus costaud. Malheureusement, à Bossy, enfin heureusement pour lui d'ailleurs, sa femme est enceinte, il sera pas sur la feuille de match, mais il a mis tout ce qu'il y avait de plus costaud. Hein. À Bossy et toute la clique, hein, le Trésis, tout le monde. Je crois qu'il est. Voilà, il est prêt. Bon, ça sera peut-être pas spectaculaire, mais ça va cogner. Voilà, on peut s'y attendre. Effectivement, on le vivra d'ailleurs sur Sud Radio. Merci Greg Patate d'avoir été avec nous. Vacances ou pas vacances là Ouais, on va couper un peu le téléphone et on va partir en vacances au moins une semaine. Après, on a laissé 10 jours aux joueurs pour se retrouver, pour préparer les prochaines étapes de ce top 14. Forcément dans le Gers. Ouais, ça va être, on va bouger, on va faire le Gersois est un grand épicurien, donc on va voyager un peu. Bon, super. Merci Greg d'avoir été avec nous. Bon repos et félicitations pour effectivement ce beau parcours. 26 points pour l'Aviron, 6 victoires, 3 défaites, 4e place actuellement. Mais en tout cas, il y a toujours cette invincibilité à Jean Daugé. Merci Greg Patate d'avoir été avec nous et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va continuer à parler rugby bien sûr, continuer à avoir de grands invités. Philippe Saint-André sera avec nous. On parlera de Provence Rugby, la Pro D2 et puis également un petit mot sur le 15 de France, cette tournée qui se rapproche avec notamment ce France-Afrique du Sud qu'on attend dans une semaine. À tout de suite. De la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero et vous, bien sûr, les passionnés de rugby pour revenir sur le week-end, pour se projeter aussi sur la période internationale qui arrive avec notamment ces 3 tests de la tournée de novembre et le premier samedi prochain qu'on vivra sur Sud Radio France-Afrique du Sud. On vit également chaque vendredi la Pro D2 sur Sud Radio avec Alexandre Prian, avec toute l'équipe, Quentin Cabanis également qui est là parmi nous et on vibre aussi aux exploits des différentes équipes. Alors c'est vrai que Vannes a bien continué là sa domination, on en parlait la semaine dernière avec Anthony Boutier et puis on surveille le réveil de Provence Rugby avec notamment les quelques résultats que tu peux nous donner Quentin. Exactement, et notamment donc ce très bon résultat pour Aix-en-Provence qui a battu Brive 25-3, c'était dans le choc du vendredi soir 21h. Les autres résultats marquants, donc le large succès de Vannes face à Valence Roman 64-10, Mont-de-Marsan Caëtri et Nevers 71-10 et le beau succès également d'Agen 31-0 face à Dax. Au classement, Vannes est seul leader devant Colomiers, Agen, Valence Roman, Aix-en-Provence et Nevers, et en bas du classement on va retrouver Carcassonne et Dax aux 2 dernières places. François. On est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio un homme que connaît bien Jean-Baptiste Elissal, de Philippe Saint-André, manager de Provence Rugby. Bon
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, bien sûr, qui se dirige dans un peu plus d'une heure. Dans 2 heures. C'est vrai que souvent je confonds avec le samedi, mais voilà, c'est vrai que c'est à 21h ce match. Ça sera La Rochelle Racing qui clôturera la 9e journée. On en a parlé avec notamment Grégory Patate, le qui je suis, bien sûr. Oui. Ah bah oui, on va le faire en express. c'est un duel entre Jean-Baptiste Elisel et Philippe Spanghero, duel qui est animé par Quentin Cabanis. Il faut assurer Jamba qu'il n'y a aucune tricherie. Oui, non, mais c'est bon, c'est fait. On en a discuté, il n'y a pas de tricherie. Le premier à 2 points entre vous, messieurs, c'est le premier qui donne la réponse. On va pas s'embêter avec le prénom aujourd'hui, vous êtes que 2 à jouer. Allez, on cherche des joueurs évidemment passés par le Racing et par La Rochelle. Le premier est né en 90 du côté de Toulouse. Il a commencé sa carrière en professionnel à Tarbes. Il a ensuite joué à Montpellier, à Brive, au Racing 92, 114 matchs avec le Racing. Et il a ensuite joué du côté de La Rochelle. Il a disputé 20 matchs sous les ordres. Baptiste. Oui, Baptiste. Thalès. Non. Il a fini du coup à La Rochelle où ça s'est pas bien passé avec Ronan O'Gara notamment. Il a 2 sélections en équipe de France, ça je m'en souvenais pas, et c'est un demi de mêlée qui mesurait 1m70 à peine. Baptiste. Oui. Barren. Exactement, 1 point pour Jean-Baptiste. Ouais. Allez, on cherche un joueur né en 85 du côté de Hoche, un Gersois. Il a démarré. Baptiste. Oui. Thalès. Non. Ah non. Bah Lui, non. il est né à Mont-de-Marsan. Il est irlandais, je sais pas. Thalès. Il a Attends. démarré à Hoche. Moi je l'ai. Je marquais des points. Le joueur qu'on cherche. Baptiste. Oui. Dulin. Non, il a démarré merde. à Hoche, il a joué à Biarritz, à Brive, à La Rochelle, 81 matchs, 620 points quand même avec La Rochelle, et il a ensuite joué au Racing 92 pendant 4 ans. Philippe. Dambiel. Exactement. Allez, un partout. La balle de match. Et pour la balle de match, on va faire un joueur qui est né du côté de Fréjus en 85. Il a démarré au RCT. Il a ensuite joué à Castres où il a été champion de France. Il a joué au Racing 92 où il a été champion également. À La Rochelle jusqu'en 2020 et il a fini chez lui à l'US Sénoise. 7 sélections en équipe de France pour ce joueur qui jouait plutôt derrière. Philippe. Oui, Philippe. Marc-André. Victoire de Philippe Spanghero, 2 points à 1. Ouais. C'est bien joué. Bravo messieurs, ça donne le ton de ce match qui va être très physique entre La Rochelle et le Racing 92. Si Dulin, Teddy Thomas et Thalès, c'est trop facile. J'ai noté 10 noms sur mon truc. Il n'y en a pas un. Thalès, Le Garec, Dulin, Colazo, O'Gara, Bombo, Kovu, Morivalou. Il n'y en a pas qui sortent. Tanga, Kovu, je les avais notés, mais on a fait court. Mais voilà, parfois celui qui pose des questions est un peu plus malin que celui qui prépare. Le maître est plus malin que l'élève, Jean-Baptiste. Voilà, c'est comme ça. Tu l'as connu avec tes joueurs aussi. Je t'invite au vieux crampon si j'ai les réponses la prochaine. J'ai très faim. Allez, le vieux crampon qui va être animé ce soir, La Rochelle Racing. Donc on le vit en direct, bien sûr, sur Sud Radio. Tout de suite, c'est excellent. Judith Belair, merci messieurs. Et bravo Philippe, c'est un grand week-end. Prono et qui je suis. Voilà, c'est énorme. Je suis sous le robinet. Allez, excellente soirée. Salut. Ciao. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.